Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour le débriefing du Grand Prix d'Autriche 2025. C'était pas le meilleur Grand Prix de l'année, c'était un Grand Prix de gestion, un Grand Prix où il y a eu une force véritablement sur cette grille et cette force c'est McLaren. Comme on pouvait s'y attendre, bien sûr, je vous en avais déjà parlé lors de la preview, mais c'est vrai que McLaren a fait fort, c'est vrai que d'une certaine manière, on peut également avoir certains espoirs concernant d'autres écuries, et je vais vous en parler aujourd'hui. Alors dans un premier temps, on fait un petit résumé extrêmement rapide de ce qui s'est passé en course, on va énormément se concentrer notamment sur les leaders, puis ensuite, eh bien, je vais vous donner mes tops et mes flops, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé lors de ce Grand Prix, et je vous invite à faire de même dans l'espace commentaire. Sur ce les amis, on ne perd pas plus de temps, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, je remercie chacun d'entre vous qui prendront une petite seconde pour le faire, et on est parti pour le débrief de ce Grand Prix. On commence ce débrief par la grille de départ comme d'habitude, et Lando Norris va venir s'imposer lors de la journée du samedi, il va venir prendre la pole position, il est suivi par Charles Leclerc, très belle performance des Ferrari, on peut également retrouver Lewis Hamilton en 4ème position, 3ème place pour Oscar Piastri, Piastri qui a eu un petit peu plus de mal, donc va venir un petit peu se louper sur son deuxième run en Q3, Russell 5ème, on peut également retrouver quelques surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, comme la 6ème place de Liam Lawson, très belle P6, Verstappen 7ème, Verstappen beaucoup plus dans le dur ce week-end, Bortoleto 8ème ou même Pierre Gasly 10ème. Donc le départ se lance et Lando Norris conserve la tête de la course, mais c'est à l'arrière où il se passe beaucoup de choses, notamment avec Oscar Piastri qui va directement prendre la 2ème place face à Charles Leclerc. Lewis Hamilton va également être en difficulté face à George Russell. Et on peut arriver au 3ème virage, ce 3ème virage où il se passe généralement beaucoup de choses. On peut voir l'abandon pour Max Verstappen, un accrochage avec Andrea Kimi Antonelli. Antonelli beaucoup trop optimiste sur sa tentative de dépassement, va venir bloquer les roues et donc taper l'arrière de la Red Bull. Abandon pour les deux pilotes, c'est terminé pour Max Verstappen en Autriche. Donc scénario cauchemardesque, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Au 4ème tour, c'est reparti, pas de changement de leader. Juste quelque chose à signaler, c'est que Lewis Hamilton a tout de même récupéré la 4ème place sur George Russell. Au 11ème tour, on peut voir la première bataille entre les coéquipiers, puisque oui, les deux pilotes McLaren se suivaient énormément. Piastri mettait une pression monstrueuse sur Lando Norris pour pouvoir le dépasser, et la bataille Norris-Piastri pour la tête va débuter au 11ème tour. Oscar Piastri passe au virage 3 avant de se faire dépasser au virage 4, magnifique manœuvre des deux pilotes, c'était très beau à voir. Ce n'est pas terminé, puisqu'au fur et à mesure des tours, Piastri ne va pas lâcher l'affaire face à son coéquipier, et au 20ème tour, on va pas passer loin d'un accrochage, toujours au virage 4. Piastri va devoir faire un gros blocage de pneus pour éviter Norris qui a totalement refermé la porte. À ce moment précis, je pense qu'au niveau de McLaren, ils en pouvaient plus. Donc au 21ème tour, Norris va rentrer au stand, il sera suivi 3 tours plus tard par son coéquipier. Je vous en ai pas parlé, mais en termes pneumatiques, eh bien tous les pilotes s'est lancé en pneus médium, sauf quelques exceptions, d'autres pilotes qui s'est lancé en pneus tendres, tels que Gasly, Hülkenberg, Hadjar, etc. Il faut savoir que on était à partir de ce moment-là sur une course vraiment de dégradation. Les pilotes essayaient de gérer au maximum leurs pneus. De toute manière, la plupart des pilotes vont rentrer à peu près à partir du 20e tour. Que ce soit les McLaren, les Ferrari, les Mercedes, enfin la Mercedes plutôt de George Russell. Eh bien, les écarts vont énormément se stabiliser. Piastri va revenir petit à petit sur Norris dans le 2e relais. Puis ensuite, eh bien, ça sera sur le 3e relais, arrivé au 50e, 51e tour de course. Les pilotes vont encore une fois s'arrêter cette fois-ci pour les médiums, et pendant les 20 derniers tours, on pourra voir une pression monstrueuse de Piastri sur Lando Norris. Piastri qui va réduire l'écart petit à petit pour remonter sur son coéquipier. Malheureusement pour Oscar Piastri, eh bien, les retardataires ne vont pas énormément l'aider. Il y a même un retardataire, Colapinto, qui va totalement le sortir, le bouger de la piste. Et mis à part cela, bon là je me concentre énormément sur les leaders, je reviendrai bien sûr sur les autres pilotes. On a eu d'autres batailles, Gasly par exemple, qui a bataillé pour tenter de rester dans le top 10. De grosses batailles entre Yuki Tsunoda et Franco Colapinto, ou même une énorme bataille en fin de course entre Bortoleto et Fernando Alonso. Mais au bout, les amis, de ces 70 tours aujourd'hui en Autriche, victoire de Lando Norris qui s'impose pour la 3e fois lors de cette saison 2025. Il est suivi par son coéquipier Oscar Piastri, doublé McLaren, suivi par la Ferrari de Charles Leclerc. Très belle performance du pilote monégasque. Donc on a terminé pour le résumé de ce Grand Prix. On est parti désormais pour les tops et les flops. Et on commence par le premier top, un top assez logique, et je suis content, très heureux de le voir dans les tops aujourd'hui. Il revient sur la plus haute marche du podium pour aller chercher sa 3e victoire cette saison. Il revient à 15 points de son coéquipier.
Premier top, Lando Norris. Quelle course de Lando Norris, quel week-end de Lando Norris. C'est le Lando Norris que j'avais envie de voir, c'est le Lando Norris qui me manquait. C'est même le Lando Norris de 2024, j'ai envie de vous dire. Alors, d'où peut venir ce changement de comportement? Alors moi, je vois deux solutions, forcément. La première, déjà, c'est peut-être l'impact psychologique que le Canada a eu sur Lando Norris. Alors peut-être que là, il est revenu dû à cet impact. De toute façon, je vous l'avais déjà dit il y a 2 semaines. Pour moi, il y avait deux solutions. Soit, eh bien, ça réduisait encore plus la force psychologique de Lando, soit eh bien, il y allait avoir une sorte de déclic. Là, pour le coup, il y a eu un déclic aujourd'hui à Spielberg. Et la deuxième chose également à prendre en compte, je vous en parlais depuis ce début de saison, mais Lando avait du mal à se retrouver dans cette MCL 39. Oui, il a la meilleure voiture du plateau, mais tu peux avoir la meilleure voiture du plateau, si tu n'arrives pas à la comprendre, ça peut tout de suite devenir un énorme problème, que ce soit en qualification ou en course. Là, en l'occurrence, lors de cette saison 2025, Lando Norris n'arrivait pas à pousser cette MCL 39 jusqu'à la limite. Eh bien, ce week-end, McLaren a rapporté certaines évolutions, des évolutions qui sont venues toucher les suspensions avant, la géométrie de la suspension, des évolutions qui ont également modifié un petit peu l'aileron avant. Et quand on sait que cette géométrie de suspension, ou même la suspension en général, a un impact non négligeable, et bien exactement sur le comportement de la monoplace, cela explique peut-être la performance de Lando Norris qu'on sentait bien meilleur ce week-end. Peut-être que Lando a trouvé une certaine stabilité avec ce changement. Donc ça, on va dire que c'est pour l'aspect technique, mais moi, ce que j'ai le plus aimé, ce sont les batailles en piste. C'était très beau à voir. Vraiment, entre les deux McLaren, bon, c'était chaud, hein. Au 11e tour, déjà, la manœuvre de Lando était très belle pour défendre sa position. Il perd sa première place au 3e virage, il revient vers l'intérieur au 4e virage. D'ailleurs, comme il a décroisé au 3e, c'était magnifique à voir. Au 20e tour, même si il ferme la porte brusquement, on va dire, sur Oscar Piastri, il a totalement le droit de la fermer, donc il montre un peu son autorité, au moins à son coéquipier. C'est quelque chose également que je voulais voir chez Lando Norris, qu'on a rarement vu cette saison. Après cela et après les 2 arrêts, il va très bien gérer sa course. Certes, l'écart va énormément se réduire, mais il va toujours faire en sorte de rester au-dessus de la seconde pour que son coéquipier ne puisse pas avoir le DRS. Il va également faire en sorte de dépasser les retardataires le plus rapidement possible, histoire de gagner du temps. Donc oui, course de patron de la part de Lando Norris. Prochain top, on continue avec son coéquipier. Très brièvement, bon, je vous ai parlé de la course de Lando Norris. C'est à peu près la même course du côté d'Oscar Piastri. La seule chose que je regrette, c'est par rapport aux arrêts au stand. Je ne comprends pas pourquoi sur le premier arrêt, pourquoi avoir attendu 3 ou 4 tours? Parce que là où l'écart était de 1 seconde avant le premier arrêt, eh bien Norris va s'arrêter au 20e tour pour les durs, Piastri au 24e tour de course et l'écart va remonter à 4 secondes. Donc je ne comprends pas ce choix de McLaren ou même ce choix du pilote, hein, parce que ça a été longuement discuté entre le pilote et l'écurie. Ce choix d'attendre, voilà, quand tu connais la puissance de l'undercut en Autriche, c'était peut-être pas la bonne chose à faire. Donc, mis à part cela, Piastri a fait une très bonne course, il a montré un très gros rythme, même quand il était dans l'air sale, il était tout de même dangereux. Les 20 premiers tours, ça devait être un calvaire pour Lando Norris. Très bonne course d'Oscar Piastri, et je pense que ce n'est que partie remise. Je pense que Piastri n'a pas dit son dernier mot. Certes, là, l'écart se réduit au championnat pilote, mais Piastri aurait tout autant mérité la victoire, vu le rythme qu'il nous a montré, que ce soit en début ou en fin de course. Donc pour terminer en globalité, très belle performance des deux McLaren. Les McLaren ont remis les pendules à l'heure, hein, après un Grand Prix du Canada plus difficile. On revient en Autriche et on termine avec 20 secondes d'avance sur la concurrence. Et il faut déjà le dire, pour le championnat constructeur, ça m'a l'air plié, mais au moins, on a un petit peu plus de piment au niveau du championnat pilote. Et on continue avec le prochain top, Ferrari. Et Ferrari, malgré que tout ne soit pas parfait, Ferrari m'a rassuré. Là, Ferrari jouait très gros ce week-end. On rappelle qu'ils ont ramené un nouveau fond plat qui devait régler leurs problèmes de hauteur de caisse, qui devait leur donner une meilleure stabilité aérodynamique, qui devait faire en sorte de stabiliser l'arrière de cette monoplace. Et on a pu le voir aujourd'hui à Spielberg, ça a l'air de beaucoup mieux fonctionner. Là où le plus gros défaut de cette SF25 se situait en qualification, Ferrari a été présent. Au niveau de la course des deux pilotes, j'ai pas grand chose à vous dire, forcément, puisque les deux pilotes étaient sur la même stratégie. À part sur le départ où Lewis Hamilton était un petit peu en difficulté, ils n'étaient pas assez bons en fait pour rattraper les McLaren et ils étaient trop forts pour la Mercedes de George Russell. Donc, tout comme George Russell, ils étaient un petit peu dans un no man's land, donc pas grand chose à vous dire sur la course. J'ai trouvé que la performance était au rendez-vous. Après, bien sûr, j'ai vu encore une fois quelques lacunes et ça, c'est plus dû à la température. Je vous en avais déjà parlé lors de la preview, mais je m'attendais à ce que certaines écuries souffrent des températures.
Et pour Ferrari, eh bien, ça n'a pas loupé. Les freins étaient un véritable problème. Dès le tour de formation, on pouvait d'ores et déjà voir les pilotes faire du lift and coast. Cela consiste à relâcher l'accélérateur avant même la zone de freinage. Donc laisser coulisser la monoplace, histoire de ne pas trop surchauffer les freins. Ça a aussi un impact sur la dégradation des pneus. Généralement, les pilotes font ça également pour au mieux gérer leurs pneumatiques. Et j'imagine que ce problème de surchauffe a rendu d'une certaine manière la voiture imprévisible par moment. Et ça s'est ressenti, que ce soit avec Charles Leclerc ou même Lewis Hamilton. Beaucoup trop de sous-virages, de survirages. Donc oui, il faut trouver des solutions à ce niveau-là. Maintenant, il y a une autre évolution qu'on attend, c'est la suspension arrière. Ça fait très longtemps qu'on parle de cette suspension arrière. Elle devrait arriver à Silverstone. Et si elle n'arrive pas à Silverstone, on devra attendre la Belgique. Une évolution qui ne sera pas négligeable pour encore une fois améliorer la stabilité de cette monoplace. Mais en tout cas, c'est plutôt encourageant. Bonne course des Ferrari, les Ferrari m'ont rassuré aujourd'hui. Maintenant, il va falloir confirmer tout ça la semaine prochaine des Silverstone. Et on continue avec les tops et je vais mettre deux autres pilotes ensemble. Tout d'abord, Liam Lawson pour sa très belle 6e position. Décidément, Liam Lawson, il fait des meilleures performances avec ses Racing Bulls qu'avec la Red Bull et bien sûr Fernando Alonso en 7e position. Pourquoi est-ce que je les mets ensemble? Eh bien c'est tout simple, les deux étaient sur la même stratégie et c'était une stratégie qu'il fallait tenter, la stratégie à un seul arrêt. Donc les deux pilotes s'élancent en médium, là où Lawson s'arrête au 32e tour pour les durs, Alonso va s'arrêter au 34e tour. Et donc les deux pilotes vont à peu près parcourir 40 tours sur les durs, donc bien joué à eux. Je tiens quand même à féliciter la performance, que ce soit celle de Liam Lawson qui avait une Racing Bulls un petit peu modifiée. Il y a eu quelques changements au niveau de la géométrie des flaps de l'aileron avant. Et cela a plutôt bien fonctionné puisque ça a permis à Liam Lawson de déjà faire une très belle qualification et donc une très belle course avec une très très bonne stratégie. Et pareil pour Fernando Alonso. Fernando Alonso qui s'est battu jusqu'à la fin pour garder sa 7e position. Très grosse bataille d'ailleurs avec, on va dire, son élève Gabriel Bortoleto. Il gardera tout de même sa 7e position. Il est sur une super lancée. Hein. Prochain top, et là je veux des Hülkenberg. Et des Bortoleto dans les commentaires parce que franchement, il faut applaudir quand même. Là, il faut applaudir la performance. Quand tu sais où est-ce qu'ils étaient en début de saison et quand tu les vois aujourd'hui, tu as l'impression que ce n'est pas la même team. Je parle bien sûr de Sauber Stake. Donc 8e et 9e position, 8e place pour Gabriel Bortoleto, qui nous prouve que ce n'est pas le champion de F2 en titre pour rien. 9e place pour Nico Hülkenberg, qui nous prouve que ce mec-là n'a jamais eu vraiment une voiture à la hauteur de son talent, quand tu sais surtout qu'il partait dernier aujourd'hui. Grâce à la très belle performance des deux Sauber, eh bien, Stake remonte à la... Enfin non, il remonte pas, il reste à la 9e place. Ils agrandissent l'écart avec Alpine, mais surtout, ils réduisent l'écart avec Aston Martin. L'écart n'est plus que de 2 petits points, tout simplement. Pour être totalement transparent avec vous, je ne pensais pas voir Stake au même niveau de performance qu'Aston Martin en début de saison. Même c'est encourageant pour 2026, avec l'arrivée d'Audi. Il faut ce genre de performance, il faut donner confiance aux pilotes. Les deux pilotes jouent leur place pour la saison prochaine, ils le savent. Et là, ils prouvent à tout le monde qu'ils ne sont pas à prendre à la légère. Et dernier top, il partait 17e aujourd'hui et il arrive à la 10e place. Il récupère un point pour Haas, Esteban Ocon. Il a su profiter de la mauvaise stratégie de certains pilotes tels que Hadjar ou même du manque de performance d'autres pilotes, notamment des pilotes alpines ou même des abandons également pour remonter dans le top 10, mais c'est vraiment pas de la chance, c'est de la gestion de course pure. Il a fait un nombre incalculable de dépassements. Un dépassement sur Lance Stroll, un dépassement sur Colapinto, un dépassement sur Gasly, un dépassement sur Hadjar. Il récupère 3 positions au départ. Donc je pense que vous l'avez compris, ce résultat est amplement mérité. On continue les amis avec les flops. Il y en a que je vais passer très rapidement, comme Williams par exemple. Williams, ce week-end catastrophique. Les deux voitures qui abandonnent. Carlos Sainz qui ne peut même pas prendre part au départ de la course. On peut voir ses freins en feu dès le tour de formation. Alexander Albon qui va devoir abandonner également. C'est vraiment dommage puisque Alexander Albon il partait P12. Au premier virage, il arrive P7 avec tout le cafouillage devant lui, il arrive P7, il dépasse même Gasly pour se retrouver P6, il était sur une bonne stratégie. Et puis là, on lui demande de rentrer au stand pour abandonner. 3e abandon consécutif pour Albon, ça commence à faire un petit peu beaucoup. La malchance chez Williams ou même les problèmes de fiabilité se multiplient. Il va vraiment falloir travailler sur ce point-là. Prochaine écurie que je mets dans les flops, et ça me semble assez logique, c'est Alpine. Alpine qui me fait de plus en plus peur. Alpine qui est 10e au classement constructeur et qui voit l'écart s'agrandir avec Sauber, donc pratiquement 20 points d'écart entre les deux équipes. C'est du grand n'importe quoi, pour être totalement transparent avec vous, je suis tellement déçu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui chez Alpine, que ce soit avec le départ de Luca De Meo, que ce soit avec
cette A525 qui ne satisfait pas du tout les pilotes. Aujourd'hui, c'était une horreur cette voiture pour Pierre Gasly. On a pu l'entendre plusieurs fois à la radio se plaindre. Une voiture qui n'a aucune adhérence, une voiture qui n'a aucun appui dans les virages rapides, une voiture qui n'a aucune motricité en sortie de virage. Ce n'était pas possible. Oui, on tente une stratégie différente, on tente de faire partir les pilotes avec les tendres, ça ne fonctionne pas. On tente de leur mettre les durs, ça ne fonctionne pas. On tente de leur mettre les médiums en fin de Grand Prix, ça ne fonctionne pas non plus. Que ce soit sur les 3 types de gommes différentes, la Alpine avait un rythme épouvantable. Et si en plus on rajoute à cela eh bien, le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution, puisqu'Alpine, j'ai vraiment l'impression qu'ils se concentrent de plus en plus sur 2026. Vous allez me dire, ils ont raison. Mais terminer 10e en 2025 n'est vraiment pas l'objectif non plus, je pense quand même. Donc je vais mettre Alpine dans les flops, je ne vais pas mettre Pierre Gasly dans les flops, puisque pour moi, il a tout donné. Par contre, je vais mettre Franco Colapinto dans les flops. J'ai bien aimé sa combativité, mais je trouve que par moments, il a été un petit peu trop loin, surtout avec Yuki Tsunoda. Et ce que je n'ai pas aimé, surtout en fin de course, quand il est venu gêner les leaders, notamment Oscar Piastri. Oscar Piastri qui essaye de le dépasser vers la droite et Franco Colapinto ne le voit pas du tout. Il est tellement engagé dans sa bataille avec Yuki Tsunoda qu'il en oublie carrément les leaders. Ça, c'est un problème de plus en plus récurrent, je trouve, depuis ce début de saison. Les pilotes, enfin du moins certains retardataires, oublient qu'il y a des leaders, qu'il y a d'autres pilotes qui arrivent derrière eux. Et j'imagine même pas la catastrophe si Oscar avait perdu, par exemple, sa voiture. Parce que là, il est vraiment passé dans l'herbe. Donc j'ai eu quelques craintes sur l'action, mais heureusement, plus de peur que de mal. Donc je vais mettre Alpine dans les flops. J'espère qu'ils relèveront la tête. Et je vais mettre Franco Colapinto également. Autre flop, je vais bien sûr mettre Andrea Kimi Antonelli. C'est le premier pilote que je dois mettre dans les flops parce que c'est tout simplement une erreur qu'il n'avait pas le droit de faire. Je comprends l'intention de vouloir prendre l'intérieur sur 2 monoplaces, essayer d'aller le plus loin possible, freiner le plus tard possible. Mais bon, en début de course, quand tu sais qu'il fait très chaud, tu sais que tes freins surchauffent à l'arrière, puisque là oui, il va venir bloquer les roues, donc c'est pour cela qu'il ne pourra pas changer de trajectoire et donc taper l'arrière de la monoplace de Max Verstappen. J'avoue que je comprends cette envie de dépasser pour le jeune pilote italien, cette envie d'aller jusqu'à la limite. Mais là, il a largement dépassé les limites. Et d'ailleurs, Andrea Kimi Antonelli sera pénalisé de 3 places sur la grille de départ à Silverstone et il a pris 2 points de pénalité sur sa super licence dû à cet accrochage avec Max Verstappen. Donc on a terminé pour Andrea Kimi Antonelli, on en arrive donc à Max Verstappen et à Red Bull en général. Alors attention, là on va faire une petite parenthèse, je ne mets pas Max Verstappen dans les flops. Je tiens à le préciser, ce que je mets dans les flops, c'est l'écurie en elle-même et également Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda que je ne peux pas épargner malgré qu'il ait fait une belle remontée. Il va venir se prendre une pénalité avec Franco Colapinto, donc ça va totalement détruire sa course. Mais là où je mets Red Bull plus précisément dans les flops, c'est que j'ai l'impression que depuis quelques Grands Prix, Red Bull n'avance pas. J'ai l'impression que, mis à part l'écurie en elle-même, la voiture souffre de certains défauts. Red Bull aujourd'hui a souffert, tout comme Mercedes. George Russell, j'en ai pas parlé. George Russell, je ne le mets pas non plus ni dans les tops, ni dans les flops. Une 5e place, voilà, c'était le maximum qu'il pouvait aller chercher. Mais George Russell souffrait du même problème que la Red Bull de Max Verstappen, en l'occurrence des températures. J'ai retrouvé un peu, vous savez, la Red Bull qu'on avait vue à Bahreïn. Et ça a mis les pilotes en très grande difficulté, surtout Max Verstappen qui ne se retrouvait pas du tout avec la monoplace. On le connaît, Max Verstappen, on sait qu'il est capable systématiquement de pallier les lacunes de sa monoplace par son pilotage. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur le pilotage de Max Verstappen juste pour vous dire à quel point il est fort dans cet exercice. Mais là, c'était tout bonnement impossible de pouvoir le faire ce week-end. C'est pour cela que je les mets dans les flops, c'est pour le résultat en général. 0 point marqué. Ce n'était pas arrivé depuis le Grand Prix à Bahreïn en 2022. Ça fait 77 courses que Red Bull n'avait pas fait une telle performance. C'est encore plus dommage, voilà, quand on parle des pilotes, c'est encore plus dommage pour Max Verstappen qui voit cet écart s'agrandir avec les 2 McLaren. Désormais, l'écart entre lui et Oscar Piastri est de 61 points. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que moi je suis toujours optimiste, la saison est encore longue, mais j'avoue que ça va être très difficile pour Max Verstappen de pouvoir rattraper les McLaren. Déjà qu'en Espagne, il a perdu des points qu'il ne fallait pas perdre. En Autriche, là, il perd des points, ce n'est pas du tout de sa faute, mais il perd surtout 18 points sur Piastri, 25 sur Lando Norris. Il n'avait pas besoin de ça, déjà que les performances ne sont pas au rendez-vous, et bien ça va lui rajouter encore plus de difficultés à l'avenir. J'espère sincèrement le voir revenir dès Silverstone. On le sait très bien, même si c'est difficile, une saison ça peut se jouer sur certains détails, ça peut se jouer sur certains événements. Et on connaît tous Max Verstappen, on sait qu'il ne lâchera rien jusqu'à la fin. En tout cas, on en a terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser vos top flops dans les commentaires, vos avis m'intéressent, j'adore échanger avec vous dans l'espace commentaires, connaître un peu ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Je vous invite également à laisser un petit like, un petit abonnement si cette vidéo vous a plu.
Voilà, je remercie chacun d'entre vous qui prendront une petite seconde pour le faire. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez un bon début de semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.